Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 4 mars 2022. Au sommaire ce soir, nous verrons que la collecte nationale des Restos du Cœur a débuté ce vendredi matin pour 3 jours. Les bénévoles de l'association créée par Coluche sont postés à l'entrée des supermarchés et des commerces pour récolter des produits d'hygiène et des denrées alimentaires. Avec le contexte actuel, le nombre de bénéficiaires pourrait augmenter. Et puis en fin d'édition, une immersion dans le monde de la tapisserie du côté du Grand Bornand. Victoria Lopez est allée à la rencontre de la famille Fontaine, où on est tapissier de père en fils depuis plusieurs générations, découverte de ce savoir-faire qui se fait de plus en plus rare. Mais avant de développer ces titres, retour sur cet élan de solidarité envers l'Ukraine que nous avons évoqué dans notre édition de lundi. Deux habitants d'Annecy, alertés par la situation d'habitants fuyant leur pays en guerre, avaient mis en place un élan de solidarité. Le convoi est arrivé à destination cette nuit et a pu distribuer les vivres récoltés avant de repartir. Nous avons pu contacter Emmanuel Mieuxet, un des deux bénévoles, ce vendredi midi. Il nous répond depuis la Pologne. Je vous propose d'écouter son témoignage. Après avoir déposé à la frontière 11 camions, on a rempli un smirmorque. La vidéo, c'est impressionnant parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme qui est venu nous accueillir. Et ce camion part directement en Ukraine pour aller aider les populations qui sont déplacées dans le besoin actuellement du fait de la guerre. À la frontière, donc, on avait 2 points de ralliement. Le premier, c'était celui pour décharger le matériel. Donc, on avait rendez-vous avec des convoyeurs ukrainiens qui sont arrivés avec un smirmorque et 2 petites camionnettes. Grâce à l'action du CAF, on a réussi à les faire passer la frontière pour qu'ils viennent charger et faire l'échange de marchandises. Il y avait un deuxième point de passage il y avait un deuxième point de rendez-vous pour récupérer 5 personnes. Donc on a commencé par décharger un de nos petits véhicules, le véhicule où il y avait la possibilité de convoyer 5 personnes dedans. Et on est allé avec Francisco récupérer Francisco et Anton, qui était un Ukrainien aussi qui nous a accompagnés sur ce trajet, pour accueillir 2 mamans et leurs 5 enfants. Il y avait énormément de personnes qui étaient dans un centre d'hébergement d'urgence organisé par les autorités polonaises, dans un ancien centre commercial. Donc on a juste vu beaucoup d'animation autour de ce centre avec beaucoup de personnes, des voitures, un balai de voitures, un balai de minibus pour venir chercher des personnes, des appels pour les transports vers l'Allemagne, vers la Pologne. Voilà, c'est un centre un petit peu de transit de personnes réfugiées. Mais c'est tout, c'est-à-dire on n'a même pas vu le point de passage, le point de contrôle de la frontière. On était un petit peu à distance, on était à 500 mètres de la frontière, on n'est pas allé plus avant, on n'a pas fait, on n'a pas dit on va aller voir ce qui se passe. Non, on a fait notre mission, on a accompli notre mission, c'est celle qu'on s'était fixée, déposer du matériel, récupérer des personnes si c'était possible. C'est ce qu'on a fait et on rentre. La pression était énorme tout le long du convoi parce que en fait on ne savait pas où on allait. On est parti sans savoir comment tout ça allait se passer, sans aucune organisation, sans aucune structuration. Il a fallu tout construire cette organisation en chemin depuis dimanche matin. Depuis dimanche matin, en fait, on passe notre temps à organiser les choses avec Francisco. Donc on a créé un groupe logistique, un groupe convoi, un groupe accueil des personnes. Là, on va créer un groupe communication, on va créer un groupe finance, parce que maintenant on a des dons aussi. On va créer aussi un groupe, j'avais un 3e groupe, j'ai oublié, il faut que je le fasse d'ailleurs, mais voilà. Et donc cette organisation nous a demandé énormément de temps et d'énergie. Les autorités et les collectivités commencent elles aussi à s'organiser pour apporter un soutien aux ressortissants ukrainiens qui pourraient arriver en France. La ville d'Annecy met ainsi en place un formulaire en ligne pour toutes les personnes souhaitant apporter leur aide en lien avec les associations. La plateforme est disponible sur le site www.annecy.fr. De son côté, la préfecture de Haute-Savoie annonce avoir mené une opération de recensement des capacités sur le territoire. Par ailleurs, les ressortissants ukrainiens munis d'un passeport biométrique pourront entrer en France sans visa pour 90 jours. Au-delà de cette période, ils pourront demander une prolongation provisoire de leur titre de séjour. Et puis toujours en parlant de solidarité, depuis ce vendredi et jusqu'à ce dimanche 6 mars, toutes les équipes bénévoles des Restos du Cœur sont postées à l'entrée des supermarchés et des commerces de tout l'Hexagone pour réaliser leur collecte nationale. L'objectif est de récolter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène pour ceux qui en ont le plus besoin.
En Haute-Savoie, la collecte 2021 avait rapporté plus de 110 tonnes de produits. Cette année, avec le contexte international et la guerre en Ukraine, le nombre de bénéficiaires pourrait fortement augmenter. Et pour cela, il faut anticiper ses besoins et remplir davantage les stocks. Les précisions de Marine Schneider à Rumilly. Loïc et Virginie sont postés depuis 8h30 ce matin. Ils reçoivent les dons des clients qui défilent en nombre. Merci beaucoup. Bon week-end, merci. J'ai pris des produits pour les bébés, des compotes, des choses normales, qui me semblent normales et un peu essentielles. Mais cette donatrice ne s'arrête pas là. Couches, lait maternel et produits d'hygiène. Elle pense aussi aux réfugiés ukrainiens qui fouleront bientôt le sol savoyard. On ne peut pas laisser des gens comme ça être obligés de tout quitter sans rien. Donc voilà, il faut essayer un minimum de les aider comme on peut. Avec ce climat de tension internationale, la collecte prend une dimension particulière. L'association, créée par Coluche en 1985, prévoit des paniers repas aux réfugiés qui en formuleront le besoin. On reste sur le point de vue alimentaire, parce qu'il y a d'autres associations qui sont là pour les aider humainement, en point de vue camion ou quoi que ce soit, habillement et tout ça. Si les Ukrainiens viennent, on leur donnera des paniers alimentaires. Si la situation en Ukraine est inquiétante, en Haute-Savoie, le nombre de bénéficiaires s'accroît de plus en plus depuis la pandémie. Pour faire face à ce contexte, mais aussi à la hausse des matières premières, l'association s'attend à redoubler d'efforts pour remplir leur stock. Donc on va développer notre prospection pour essayer de récolter des produits. De toute manière, on baisse pas les bras, on va de l'avant, on trouve des idées, des solutions et on aura de toute manière des solutions. La dernière campagne des Restos du Cœur avait aidé près de 4500 personnes en Haute-Savoie, dont 150 bébés de moins d'1 an. Elle avait rassemblé près de 110 tonnes de dons. Aujourd'hui, l'association a besoin de conserves de poissons, de plats cuisinés et de biscuits pour enfants. La collecte a lieu jusqu'à dimanche. Le Conseil Savoie-Mont-Blanc, créé en 2014 et rassemblant les conseils départementaux de Savoie et de Haute-Savoie, a profité de son débat d'orientation budgétaire pour faire le point. Une remise en question voulue par les élus haut-savoyards qui souhaitent aujourd'hui profiter de leur début de mandat pour se poser de nombreuses questions, notamment sur l'avenir de la structure bidépartementale. Reportage d'Emmanuel Jaude. Une semaine avant de voter son budget annuel, ce sont les fondements même du Conseil Savoie-Mont-Blanc qui pourraient peut-être être révisés. En cause, la volonté des élus de Haute-Savoie de récupérer plusieurs compétences, notamment sur les aides aux agriculteurs. Pour autant, au-delà de la seule liberté d'accorder des budgets, il s'agit bien là d'une volonté de revoir les bases même de la structure réunissant les deux conseils départementaux. On est 8 mois après l'installation des nouveaux départements, à commencer surtout par la Haute-Savoie avec beaucoup de nouvelles têtes, à commencer par moi, puisque je ne siégeais pas. Maintenant on sait, puisque nous avons voté notre budget il y a 3-4 jours, où on veut aller. Et comme on est en début de mandat, on se propose avec Hervé Guémard de faire au Conseil Savoie-Mont-Blanc ce qu'on a fait dans nos deux assemblées. Où veut-on aller ? Et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Continuer de faire ensemble. Et puis ce que l'on veut peut-être, probablement, dans certaines situations, faire chacun de son côté, vous avouerez que c'est quand même en début de mandat qu'il vaut mieux réfléchir à ça qu'en fin de mandat. Donc c'est exactement ce que nous avons convenu tout à l'heure d'un calendrier de travail. On vote le budget 2022 parce que c'est le début du mandat. Et puis on se met un calendrier de travail pour que d'ici à l'été, on sache exactement qui fait quoi dans la durée du mandat. Est-ce que ça se passe dans le conseil départemental de la Savoie, de la Haute-Savoie, ou est-ce que ça continue de se passer au conseil Savoie-Mont-Blanc ? De son côté, Hervé Guémard préfère rappeler quant à lui les différentes problématiques qui unissent les deux territoires, regrettant cet éloignement progressif. Et il se trouve que dans un débat d'orientation budgétaire, il est bien normal qu'il y ait débat. Il se trouve qu'en Haute-Savoie, il y a beaucoup de nouveaux élus, comme l'a rappelé Martial Sadier, qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement ni les actions du Conseil Savoie-Mont-Blanc. Et ça va être l'occasion de remettre un certain nombre de choses sur la table, comme il est normal qu'on le fasse dans chacune des collectivités. La vraie question politique, c'est est-ce que les deux départements veulent continuer à travailler ensemble ? Moi, je pense que oui. Et surtout, travaillons sur les actions communes que nous pourrons renforcer et diversifier. En tout cas, moi, c'est l'état d'esprit qui est le mien et des élus savoyards. Si le baromètre fluctue donc entre les deux conseils départementaux, il faudra encore du temps avant de véritablement tourner la page si cela doit se faire. Une réflexion bel et bien lancée aujourd'hui, mais qui s'étalera en tous les cas pendant plusieurs mois. Une nouvelle marche pour les droits des femmes est organisée ce samedi dans les rues d'Annecy. L'événement est une nouvelle fois organisé par l'association Nous Toutes 74. Nous avons pu joindre Priscilla Mediani, la trésorière de l'association, un peu plus tôt dans l'après-midi.
Vidéo du soir et Priscilla Mesiani, la trésorière de Nous Toutes 74. Merci. Bonsoir, merci de nous consacrer quelques minutes. Bonsoir, avec plaisir. Vous organisez donc une nouvelle grande marche ce samedi 5 mars dans les rues d'Annecy. Ça signifie que le combat est toujours très loin d'être terminé? Tout à fait, on se rend compte que l'égalité femmes-hommes est sans cesse remise en question sur différents sujets. Donc on sera là effectivement encore cette année pour défendre le droit des femmes. Les droits des femmes, pardon. Nous sommes le 4 mars et Nous Toutes a déjà recensé 21 féminicides en France depuis le début de l'année. C'est un chiffre terrible. Oui, tout à fait. C'est aussi et surtout pour ça qu'on est là. Ce chiffre ne cesse d'augmenter chaque année, malgré un certain nombre d'alertes, de dispositifs. Et c'est aussi pour ça et c'est aussi pour elle qu'on sera dans les rues demain. Vous attendez du monde encore? On sait que les derniers rassemblements ont attiré beaucoup de personnes. Vous attendez encore du monde pour cette journée de samedi? Oui, on attend à peu près 500 personnes. Après, si c'est plus, c'est encore mieux. Le but, c'est que plus on est dans la rue, plus on nous voit, plus on nous entend et plus on peut défendre l'égalité et puis effectivement reconnaître et mettre en lumière toutes les choses qui sont invisibilisées chaque année pour les femmes. On sait que cette campagne présidentielle est très particulière au vu du contexte sanitaire, diplomatique et international. Est-ce que, selon vous, les violences faites aux femmes font partie des priorités des candidats aujourd'hui pour cette présidentielle? Non, pour nous, on n'entend pas de priorité. Donc, où on entend quelques promesses, mais qui nous paraissent très insuffisantes. Comment faire justement pour faire bouger les choses, vous, au sein de Nous Toutes et les autres associations qui militent pour ces droits? C'est justement cette marche. Voilà, plus on sera nombreuses et nombreux dans les rues, que ça soit sur Annecy ou d'ailleurs partout en France, justement, ça amène de la sensibilité et peut-être de l'écho à un certain nombre de discours et de revendications. Donc ça, c'est effectivement une première partie. Et puis, c'est de continuer à communiquer sur les réseaux, c'est d'être présent dans les différentes manifestations, dans les lycées, les universités. Les associations de quartier pour qu'effectivement toutes ces choses puissent être prises en considération. Pour en revenir à la marche de samedi, il devait y avoir un concert de Louisa Donna en conclusion de cette marche qui malheureusement ne pourra pas être présente. Vous avez prévu également plusieurs autres événements autour de la date du 8 mars? Oui, tout à fait. C'est vrai que la marche de demain, c'est le lancement de plusieurs jours de mobilisation. Donc, effectivement, Louisa Donna est malade, donc on espère déjà qu'elle va bien. Et ce n'est que partie remise la présence à une future marche avec nous. Après la marche sur l'auditorium de Sénaux, il y a un film qui est projeté. Dimanche, du côté d'Aïs, de Bonneville, il y a un forum des associations féministes. Il y a un spectacle de Tiffen Day, il y a une sensibilisation autour de la méthode canadienne de Wendo. Il y a aussi mardi une grève organisée par les syndicats. Il y a une projection de film. Il y a aussi le planning familial du Genevois qu'organise de la sensibilisation, de la lecture autour de problématiques féministes avec aussi Espace Femmes. Demain, il y aura un certain nombre d'associations comme Ostara, OLF, avec toutes les associations qu'on travaille depuis un certain nombre d'années. Le but étant de converger vers ce qui nous occupe, les droits des femmes. Merci beaucoup Priscilla Mesiani. Je rappelle, la marche ce samedi 5 mars à partir de 14 h, place de l'Hôtel de Ville à Annecy. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Notre long format nous emmène cette semaine au Grand Bornand où la tapisserie d'ameublement est un art qui se transmet de père en fils. L'entreprise de la famille Fontaine est née dans les années 1950 et depuis 3 générations de tapissiers se sont déjà succédés dans le petit atelier au cœur du village au Savoyard. De la literie traditionnelle à la réfection de fauteuils, Victoria Lopez a découvert ce savoir-faire de plus en plus rare. Reportage. L'histoire de l'entreprise Fontaine débute avec ses ressorts. C'est vraiment le savoir-faire du grand-père, donc on se l'est transmis. Après on n'en fait quasiment plus aujourd'hui, mais on a toujours cette corde-là, notre arc, c'est pour la literie traditionnelle. Le grand-père de Thibaut Fontaine était matelassier.
Il a créé son entreprise en 1954 au Grand Bornand et il a fabriqué des lits et des sommiers jusqu'à l'apparition de la literie industrielle. Dans les années 80, son fils Jean-Paul a repris l'activité en développant la tapisserie d'ameublement. Aujourd'hui, Thibaut a pris les rênes du commerce familial. Il travaille le textile et le cuir pour confectionner des rideaux, des coussins ou des fauteuils. Il lui arrive aussi de créer des sommiers à ressort et des matelas en laine et en crin selon les méthodes de son grand-père. Il perpétue ainsi un savoir-faire ancestral. Il faut être patient, patient et rigoureux. Voilà, les deux grandes qualités qu'il faut pour... Puis pas avoir peur de... Enfin, faut pas compter son temps. Parce que ça prend beaucoup de temps pour arriver à un résultat, je dirais quasiment parfait, mais je ne peux pas dire parfait parce que rien n'est parfait, surtout dans l'artisanat où c'est vraiment, il n'y a pas de moule en fait pour faire les choses. Après, je pense que c'est une passion aussi depuis toujours. Donc voilà, pourquoi je suis tombé dans ce métier. Une passion de famille que Thibaut partage toujours avec son père qui travaille avec lui. C'est beaucoup de concentration sur ce qu'on fait. Et puis, il faut être très, très délicat, essayer d'amener sa touche personnelle et le faire le mieux possible. J'ai 3 fils. Je leur avais dit un jour qu'il ne fallait pas qu'ils fassent artisan. Et aujourd'hui, j'en ai 3 qui sont dans le circuit, avec des métiers différents. Et Thibaut a bien voulu reprendre, Thibaut qui est l'aîné, a bien voulu reprendre avec moi. Et on s'est encouragés à continuer tous les deux, voilà, tout simplement. Je vais pouvoir lui laisser le relais sans problème, les yeux fermés. Et puis moi, on verra, je prendrai ma retraite et peut-être qu'à la limite, je peux arriver à faire un fauteuil de temps en temps pour me régaler. L'aventure familiale emploie également la maman de Thibaut. Elle veille sur le showroom et assure les tâches administratives. Une couturière vient compléter cette petite équipe. J'étais maroquinière à la base et donc j'ai fait une formation pour adultes et j'ai été en stage ici. Donc voilà, j'ai fait ma formation ici et il se trouvait que la couturière partait à la retraite à la fin de ma formation. Donc elle est restée un peu plus longtemps pour me former sur tout ce qui est rideaux, ameublement, coussins. Dans l'atelier, les objets à restaurer attendent les gestes précis et minutieux de ces artistes du textile. Ces artisans habillent ainsi les intérieurs de particuliers et de professionnels dans toute la France. Depuis 10 ans, l'entreprise honore même un contrat prestigieux. Thibaut a en effet décroché un appel d'offres pour la restauration des banquettes et des chaises de l'Opéra Royal du Château de Versailles. Il assure depuis l'entretien de ces pièces exceptionnelles. C'est une aventure un peu particulière, ça. C'est une collègue en fait qui était en région parisienne à l'époque, qui me dit « Thibaut, il y a le château de Versailles qui envoie un appel d'offres, est-ce que ça dit qu'on y réponde tous les deux ?» Et en fait, on a lancé l'idée comme ça tous les deux, on est parti dans cette optique-là d'essayer de faire l'Opéra Royal du château de Versailles. Alors on était plusieurs en lice et du coup on a été sélectionnés, après on est parti dans l'aventure et tout a commencé ici. Et aujourd'hui, ma collègue a dû arrêter pour des raisons de santé et du coup, c'est nous qui avons repris complètement le bébé, entre guillemets. C'est vrai que la première fois qu'on rentre là-dedans, on fait « Waouh, qu'est-ce que je fais là ?» C'est assez bizarre comme sensation, en sachant tout le monde qui est passé avant nous. Et puis, je suis jeune et c'est un peu le sacre-saint du tapissier, quoi, de rentrer dans des lieux comme ça. Moi, je me dis qu'à 25 ans, j'étais déjà sur place, quoi. Alors qu'il y en a, ils arrivent en fin de carrière, ils n'auront jamais un établissement aussi prestigieux sur leur carte de visite, quoi. Dans l'atelier bornandin, l'histoire familiale d'un art rigoureux et exigeant continue de s'écrire entre les ressorts, le crin et les tissus. Alors que les tapissiers sont de moins en moins nombreux en France, la famille Fontaine est bien déterminée à perpétuer ce savoir-faire bien particulier. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paune. Vous avez ensuite rendez-vous avec un numéro inédit dans Tête à Tête. Et une fois n'est pas coutume, Emmanuel Jaude n'a pas un mais 2 invités. Il a pu ainsi s'entretenir avec Luna et Tristan Ladevant, les champions de cascade de glace. Passez une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. La semaine prochaine, vous retrouverez Victoria Lopez pour le point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc.